Bonjour à tous, bienvenue dans ce workshop d'introduction au NoSQL. Donc moi je suis Maxime. C'est à moi qui vais vous présenter un petit peu aujourd'hui les différentes bases NoSQL qui va animer ce workshop. Alors l'objectif c'est de faire un petit workshop interactif. Donc c'est pas uniquement de faire la présentation, de vous présenter un petit peu techniquement comment ça fonctionne. Il faut surtout pas hésiter vous aussi à poser vos questions. Si vous regardez bien dans le chat à droite, vous avez un onglet qui s'appelle questions. Et là vous pourrez poser toutes vos questions parce que l'objectif aussi c'est un petit peu de répondre en fonction de vous, vos cas d'utilisation. Si jamais vous avez déjà utilisé telle ou telle base, et bien de vous répondre un petit peu sur des questions un peu techniques. Ça peut être très macro ou à l'inverse très technique. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Donc je répondrai bien sûr à la fin, puisqu'au début c'est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs choses à présenter. On va essayer de faire un petit peu un format concentré. On va essayer de passer, je pense, 40 minutes, 45 minutes dessus. Et à la fin, on prendra une vingtaine, trentaine de minutes pour répondre aux questions. Parce que je sais que c'est entre midi et deux, et bon, bah, certains d'entre vous, on s'en pause déjeuner, donc on va éviter de faire trop long. Donc rapidement, moi je me présente, donc je suis Maxime, je suis le CTO et le cofondateur de Blend.ai. Alors Blend.ai, c'est une startup qui fait des formations dans les métiers de la data, donc principalement data science et data engineer. Et nous, ce qu'on essaie vraiment au maximum, c'est un petit peu de démystifier tout ça, que ce soit les technologies, les différents profils qui existent, et notamment, l'idée de ce workshop, il vient du fait qu'on parle beaucoup de bases NoSQL. On a eu beaucoup de retours de personnes qui ne savaient pas trop ce que c'était une base NoSQL, déjà ce que ça voulait dire, est-ce que c'est comme du SQL ou est-ce que c'est l'inverse. Justement, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu en globalité ce que sont les bases NoSQL, et vous allez voir par quelques pratiques qu'on va faire ensemble qu'en fait, c'est pas si éloigné de certaines bases qu'on pourrait connaître, comme par exemple le SQL, et que c'est pas si compliqué qu'on pourrait penser. C'est pas parce que c'est des données très volumineuses que forcément ça veut dire que c'est des bases très compliquées. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous ayez un petit peu une vision assez large des bases NoSQL et de vous donner quelques outils, quelques exemples pour que vous puissiez derrière l'utiliser dans vos projets, que ce soit perso ou pro. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin, on prendra une vingtaine de minutes pour y répondre. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous allons faire donc pendant ce workshop? Donc là, on va avoir un petit peu une vision d'ensemble. On va commencer par présenter rapidement donc, l'histoire quand même des bases de données parce que, inclus dans le nom, quand on parle de NoSQL, déjà, il faut savoir ce que c'est de NoSQL. Donc on va présenter rapidement pourquoi est-ce qu'on en est venu à parler de bases de données NoSQL, mais également de présenter un petit peu les différentes facettes. Et vous allez voir qu'en seulement 10-15 ans, ça a très très fortement évolué. Les bases NoSQL, en fait, les premières idées dataient déjà d'il y a 25 ans. Mais en réalité, c'est que depuis 10-15 ans, on a plein d'outils qui sortent, plein de nouvelles technologies justement pour les bases NoSQL. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise des bases de données? C'est vrai que c'est une question qui peut paraître toute bête, mais souvent, la grosse erreur qu'on fait, c'est que quand on pense base de données, on imagine que c'est uniquement fait pour stocker des données. Et en réalité, ceux qui ont déjà utilisé par exemple des bases SQL comprendront que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça en pratique. L'objectif d'une base de données, en plus évidemment de stocker des données, c'est d'être capable de pouvoir requêter efficacement sur celle-ci. Par exemple, je veux être capable de pouvoir savoir comment est-ce que je vais récupérer une telle information rapidement, et surtout avec les champs qui me conviennent. Par exemple, si j'ai une base de données utilisateur, j'aimerais être capable de pouvoir savoir directement quel est tel utilisateur, qu'est-ce que je connais sur lui, qu'est-ce que j'ai comme information. Donc, requêter efficacement sur des données, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est vraiment un critère très important lorsqu'on construit ou qu'on choisit sa base de données. L'autre aspect très important, c'est de garantir le stockage des données conformément à un schéma. Donc, quand on dit garantir, déjà, c'est s'assurer que ces données ne vont pas être perdues si jamais un ou plusieurs serveurs venaient à cracher, par exemple. Évidemment, la persistance des données, c'est un vrai sujet en soi, mais également ce qu'on appelle les schémas de données. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment avec les bases SQL, parce qu'on va voir rapidement qu'avec le modèle SQL, en fait, on a déjà un schéma assez rigide qui est mis en place. Mais quand on pense à base de données, forcément, il faut s'assurer que les données qui sont inscrites, c'est pas le bazar. C'est-à-dire que les données soient correctement stockées selon des patterns, selon ce qu'on appelle des schémas, selon des structures qui sont définies à l'avance. Donc là aussi, l'objectif d'une base de données, c'est de garantir que les données respectent une certaine structure. Et enfin, c'est assurer la haute disponibilité des données, puisque très souvent, ces bases de données, elles sont utilisées par plein de personnes, que ce soit les personnes au niveau des équipes techniques, donc là, les développeurs, les data engineers, mais également des couches un peu plus opérationnelles, comme par exemple les métiers, qui vont requêter sur des bases de données avec des outils de data viz, comme par exemple Power BI ou ClickView ou Tableau. Et donc là, en fait, on va avoir plein d'acteurs différents qui vont venir requêter cette donnée. Et donc, il faut assurer à tous ces intervenants, à toutes ces personnes qui vont requêter aux données, il faut assurer une haute disponibilité.
On ne peut pas attendre, par exemple, lorsque une personne va faire une requête, que la base de données soit indisponible pendant plusieurs secondes. Ça, c'est impensable quand on est dans un environnement de production. Donc, habituellement, on oppose souvent deux schémas de données, les OLAP versus les OLTP. Donc, c'est simplement la manière dont on représente et dont on utilise cette donnée. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas l'objectif, mais je dirais que classiquement, sur les bases de données classiques, on a vraiment ces deux visions, le OLAP versus le OLTP. Et donc, forcément, quand on parle base de données, les premières auxquelles on pense, c'est les bases de données qui sont dites relationnelles. Donc ça, c'est des bases qui sont évidemment très anciennes, c'est une des premières. Hein. Elles sont apparues au début des années 70 et elles ont implémenté le fameux modèle relationnel. Donc le langage qu'on utilisait principalement sur ces bases de données, c'est une API standard que l'on connaît bien qui s'appelle le SQL. Alors la grosse particularité des bases de données relationnelles, c'est que dans 90% des cas, elle supporte le langage SQL. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres bases de données, dans les autres applications. Et c'est notamment le cas dans le NoSQL où on n'a pas cette API standard que l'on retrouve partout. Donc la grosse particularité du modèle relationnel, et c'est vraiment ça, je dirais, la fracture entre le SQL et le NoSQL, c'est l'utilisation d'un modèle relationnel. Quand on fait du SQL, on a un modèle relationnel, c'est-à-dire que les tables, donc les données, vont avoir des dépendances entre elles. Notamment, on va être capable de dire que certains champs dans une table de données vont être dépendantes d'autres champs dans d'autres tables de données. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle relationnel, puisque l'on va établir des relations entre les différentes données qui sont structurées sous forme de tables. Donc, c'est comme si on avait plusieurs fichiers dans un dossier, dont les colonnes dans ces fichiers étaient dépendantes les unes des autres. Donc, le gros avantage de cette base de données relationnelle, c'est que par la création de cette relation, de ce schéma, mais en fait, on a une structure qui est rigide, qui est conforme et homogène au cours du temps. Et c'est vraiment ça la plus-value des bases relationnelles, c'est qu'on a une structure qui est rigide. On sait à l'avance que si je vais requêter telle donnée, eh bien, j'aurai accès à telle information. Et ça, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, les bases de données relationnelles comme SQL, elles sont encore fréquemment utilisées aujourd'hui et on le retrouve globalement assez souvent dans les entreprises, qu'elles soient de grande ou de petite taille. Sauf que au fil des années, notamment depuis qu'on a commencé à collecter de plus en plus de données, eh bien, l'usage des bases de données relationnelles commençait à poser plusieurs problèmes, notamment plusieurs limitations. Le premier problème, et je pense que c'est vraiment ça une des principales raisons de différence entre le SQL et le NoSQL, c'est que le modèle relationnel, justement, il rend difficile l'évolution des données. C'est-à-dire que les données que l'on va collecter, par exemple, à une date T1, peuvent être différentes des données qui vont être collectées, par exemple, à une date T2. Et donc, entre ces deux dates, potentiellement, la structure des données va changer. Par exemple, entre ces deux dates, il va y avoir de nouvelles informations. Il va y avoir un nouveau champ qui va apparaître. À l'inverse, certains champs vont disparaître. Par exemple, on va changer certaines informations. Et le problème du relationnel, c'est qu'il suppose une structure rigide et homogène sur toutes les données. Sauf que si ces données vont évoluer au cours du temps, eh bien en fait, on va se retrouver avec des données qui n'ont pas la même structure à la date T1 et la date T2. Et ça, c'est très problématique parce que le SQL n'est pas fait justement pour gérer des données qui évoluent au cours du temps. L'autre gros problème, c'est avec la quantité de données. Les bases relationnelles, elles sont très efficaces lorsqu'on a des données de petite taille. Quand je parle de petite taille, c'est dans un environnement big data. Donc en général, on est à quelques gigas au maximum. Mais dès qu'on commence à avoir des données qui deviennent de plus en plus importantes, là par exemple plusieurs dizaines, voire centaines de gigaoctets, eh bien requêter sur une base SQL, c'est absolument impossible. Essayer de faire un select sur une base SQL qui possède par exemple 10 gigas de données, ça peut prendre des dizaines de minutes. Et donc là déjà, ça devient beaucoup plus compliqué à requêter, à faire des calculs efficaces sur des bases avec des données aussi grandes. Et enfin, dernière raison, c'est que le type des données, il a fortement évolué au cours du temps. Initialement, la plupart des données, c'était des données sous forme de chaînes de caractères, des nombres, des dates. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des données qui sont bien différentes, des images, on a des données sous forme de graphes, on a même des données aujourd'hui avec des séries temporelles, donc des données indexées par du temps. Et donc, ce typage des données qui évoluent au cours du temps, ça fait que les bases relationnelles deviennent forcément moins intéressantes. Un exemple très simple, si notre projet, c'est d'étudier des séries temporelles, donc des données qui évoluent au cours du temps. On a donc une clé d'indexation, donc on a une référence qui est la date et l'heure à laquelle on a récolté cette donnée. Eh bien, là, le SQL ne va pas forcément être très efficace pour trier les observations, les lignes, par rapport à la date. Imaginons, on a une table qui pèse 1 giga et que l'on doit trier toutes les données selon la date d'apparition. Mais avec SQL, ça peut prendre beaucoup de temps. À l'inverse, si jamais on a une base de données qui est pensée pour les séries temporelles, donc qui est pensée pour l'évolution par rapport à un facteur temps, eh bien là, on sera capable, par exemple, de plus efficacement trier nos données ou de requêter sur des cas particuliers. Donc en fait, toutes ces raisons, elles ont poussé
donc les développeurs, les administrateurs de bases de données, donc beaucoup de monde, à réfléchir sur de nouvelles bases de données. Et c'est ce qui a créé un petit peu ce qu'on appelle la mouvance des bases NoSQL. Donc NoSQL, c'est simplement l'inverse qu'on va appeler non structuré. Donc on va voir un peu plus en détail, mais concrètement, les bases de données NoSQL, lorsqu'elles ont été développées, elles avaient justement pour objectif de répondre à ces besoins. Et donc notamment, le premier besoin qui a été mentionné précédemment, c'est que les bases de données, elles doivent pouvoir accueillir des données sans une trop forte rigidité au niveau de leur structure. Alors je dis bien sans une forte rigidité. Ça ne veut pas dire que dans une base NoSQL, les données sont complètement déstructurées et qu'il n'y a rien de concret. Souvent, quand on dit NoSQL, on pense à déstructuré. Mais attention, déstructuré, ce n'est pas la même chose que non structuré. Déstructuré, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout et n'importe quoi. On peut être non structuré, mais avoir quand même un certain schéma, une certaine structure des données qui apparaît. C'est justement ce qu'on va voir avec certaines bases. Donc, NoSQL, ça ne veut pas dire que c'est le bazar. Souvent, on résume un petit peu comme ça, mais attention, ce n'est pas du tout du stockage de fichiers plats, comme on a par exemple avec des serveurs FTP, des storage, des buckets qu'on rencontre sur le cloud. Dans les bases de données NoSQL, on a quand même une certaine structure qui apparaît. C'est juste qu'on autorise une plus grande flexibilité. L'autre besoin, c'est que les bases de données, elles doivent pouvoir gérer de très grandes quantités de données. Justement, une des problématiques des bases SQL, c'est qu'on était très souvent limité dès que la volumétrie dépassait quelques dizaines de gigaoctets. Là, on va se retrouver avec des tables de données qui, par exemple, pèsent plus de 150 gigas. On va voir tout à l'heure, on a une table de données NoSQL qui pèse 160 gigas. Eh bien, faire une requête dessus, par exemple, ça peut prendre que quelques secondes, ce qui est assez puissant. Parce que justement, cette base de données a été pensée pour les requêtes sur les grosses tables. Et enfin, dernier besoin qu'on a évoqué, c'est que les bases de données NoSQL doivent pouvoir manipuler des types particuliers de données. Donc notamment des données avec des séries temporelles, avec des images, avec des types particuliers, donc des graphes, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui a donné la naissance des bases de données non relationnelles, qu'on appelle les NoSQL. Alors, il n'y a pas vraiment de date précise à partir du moment où on a commencé à créer des bases NoSQL. En fait, c'était venu un petit peu de manière dispersée, c'est-à-dire qu'on a eu quelques applications, quelques développeurs à droite à gauche qui ont commencé à développer des produits, notamment soit les entreprises qui ont développé leurs propres produits, soit les grands groupes, donc là c'est Google, Amazon, Facebook, Airbnb, qui ont vraiment pensé à leur propre modèle pour leurs propres besoins. Et c'est vraiment, je dirais, en 2009, lors d'une conférence aux États-Unis, où là vraiment le NoSQL a pris naissance. On a vraiment commencé à parler du NoSQL comme une nouvelle famille de bases de données. Donc au final, si on regarde bien, c'est que depuis 10 ans. C'est pas si récent que ça au final, à l'échelle des bases de données qui, elles, ont commencé dans les années 70. Et donc, en fonction de comment est-ce qu'on va stocker les données, c'est là où on a plusieurs différences, plusieurs distinctions que l'on va définir sous forme de catégories. En fait, on n'a pas des bases de données NoSQL, on a des catégories de bases NoSQL. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les bases de données NoSQL orientées colonnes. Alors elles, on va le voir en détail, c'est celles qui ressemblent le plus aux bases SQL classiques que l'on connaît. Là, on a également les bases de données NoSQL qu'on appelle orientées documents. Et celles-ci, elles ont vraiment apporté quelque chose de nouveau, comme on va le voir ensemble. On a également les bases de données NoSQL orientées clé-valeur. Et dans un quatrième type, les bases de données NoSQL orientées graphes. Donc là, ça fait déjà 4 familles différentes. Bon, en réalité, il y en a un peu plus. On a également les bases orientées séries temporelles, on a d'autres types de bases. Mais évidemment, le but, c'est pas d'être exhaustif et de présenter toutes les bases. C'est vraiment de présenter notamment les 3 premières, puisque c'est celles qui, globalement, sont vraiment les plus utilisées en pratique. Déjà, quand on parle des bases de données NoSQL orientées graphes, ça veut dire que notre problématique de données, c'est des problématiques de graphes. Donc en général, c'est sur des choses quand même assez particulières, dont on ne rencontre pas forcément tous les jours. Donc commençons par vraiment les plus populaires. Ce sont les bases NoSQL orientées colonnes. Alors, comme leur nom l'indique, elles sont orientées colonnes. Et forcément, si je dis colonne, on parle de table. Et donc, dans les bases de données orientées colonnes, on peut vraiment les représenter comme une extension des tables relationnelles dans le modèle SQL classique. Donc là, on y retrouve vraiment le concept de table et de colonne. Donc ça, c'est vraiment le plus proche. Mais du coup, quelle est la grosse différence? La principale différence, et c'est vraiment ça tout l'atout du NoSQL, c'est que les colonnes ne vont pas être fixes pour chaque ligne. Je peux très bien créer une colonne que je vais appeler colonne numéro 2, qui va uniquement être présente pour certaines lignes. Donc en fait, en fonction de la ligne où je me situe, eh bien, je ne vais pas forcément avoir les mêmes colonnes.
Donc ça peut paraître un petit peu particulier, mais contrairement au modèle relationnel où la colonne est définie pour toutes les lignes de la table, dans le modèle NoSQL orienté colonne, eh bien, chaque ligne définit ses propres colonnes. Donc il peut y avoir des colonnes partagées par toutes les lignes, mais à l'inverse, il peut y avoir des colonnes qui sont uniquement propres à certaines lignes. Et donc c'est ça un des avantages, cette flexibilité au niveau des colonnes. Alors le premier argument, très important, c'est que ça va libérer l'espace de stockage. Évidemment, si on a des centaines de milliers de lignes, si on a par exemple une colonne dont la moitié des lignes est vide, bah, le fait d'avoir une valeur manquante, c'est quand même une inscription dans la base. C'est-à-dire que ça prend quand même de la place. Donc ça prend de l'espace pour rien. Donc déjà, la première raison, c'est que ça va libérer une certaine partie de l'espace de stockage. Et là, l'autre argument, c'est qu'on n'a plus forcément besoin de faire de jointure entre les tables. Simplement parce que, étant donné qu'on a une flexibilité au niveau des colonnes, si jamais j'ai besoin de rajouter une information supplémentaire pour une ligne particulière, dans le modèle SQL classique, je devrais avoir une autre table dans laquelle je ferai une jointure pour récupérer cette information supplémentaire. Et bien dans le cas orienté colonne, on n'a plus cette problématique. Si j'ai besoin ponctuellement de rajouter des informations pour une ligne dans ma table, eh bien je vais rajouter une colonne qui va m'identifier cette information pour cette ligne en particulier. Et donc, plus besoin de faire de jointure. D'ailleurs, dans certaines bases NoSQL, comme par exemple Cassandra qu'on va voir un petit peu, bien, dans Cassandra, le concept de jointure n'existe pas. Donc ça aussi, c'est un gros avantage, plus besoin de faire du calcul pour récupérer une information. Donc, et enfin, pour dernier point, justement, c'est un peu une application, c'est que maintenant, si on veut historiser ces données, donc par exemple faire une V1, une V2, une V3 au niveau des données, ce qui peut des fois arriver, eh bien on peut le faire sur la même ligne. Prenons un exemple ici, sur une base de données que l'on a, qui va avoir un catalogue de produits. Donc dans certaines bases, on peut avoir ce qu'on appelle quand même des clés primaires, que l'on rencontre déjà dans les bases NoSQL. C'est le cas par exemple avec Amazon DynamoDB, qui est une base NoSQL orientée colonne assez populaire. Donc en fait, comment ça se passe? Eh bien, on a ici un catalogue de produits. Chaque produit, c'est un livre ou c'est un album ou c'est un film. Et en fait, c'est là où c'est particulier, c'est qu'on a ici un ensemble de clés primaires qui vont quand même nous permettre d'indexer efficacement les données. Et chaque ligne dispose de ses propres attributs qui en fait ici correspondent aux colonnes. Par exemple, j'ai un attribut titre qui est ici la première cellule, et le titre, bah, potentiellement, que ce soit un livre, un album, un film, je vais retrouver cette même composante quel que soit le produit. Donc là, par exemple, on a une colonne qui est partagée par toutes les lignes. Par contre, si par exemple, on a une autre colonne qui va par exemple définir la catégorie du film. Bon, bah là, la catégorie du film, par exemple, ça n'a pas de rapport si par exemple j'ai un livre. Un livre, ça peut avoir un rapport, mais par exemple, si j'ai un album ou encore une piste de son sur un album. Donc là, par exemple, sur ce item-là, qui est donc à la troisième ligne, je n'ai pas de catégorie pour une musique dans un album. Parce que j'ai déjà un album, donc j'ai simplement une liste de sons, et donc je n'ai pas de catégorie associée. Et donc, cette deuxième attribut va être uniquement utilisé ici pour le type movie hiding, pour le type de film. Lorsque je vais être, par exemple, dans les livres, eh bien, ici, ça va être une autre colonne. Ça sera, par exemple, la colonne qui va faire référence à l'auteur du livre. Ou alors, dans l'album, au compositeur, au créateur. Donc, en fait, au début, souvent, on peut avoir quelques similarités, mais plus on va avancer, plus on va avoir des colonnes qui vont être propres à la ligne que l'on étudie. Donc, on garde quand même, avec les clés primaires, cet aspect qu'on peut quand même facilement indexer les données. On a même des fois des clés de partitionnement quand, par exemple, on veut trier efficacement. Mais on a cette flexibilité au niveau des colonnes. Et justement, quand je parlais tout à l'heure d'historisation, c'est là où on a vraiment quelque chose d'assez puissant. On va prendre un exemple. On a toujours un catalogue de produits, mais cette fois-ci, on va récupérer le prix. On va garder le prix de ce produit. Et souvent, bah, quand on est sur du e-commerce ou dans la réalité, souvent, on fait des opérations un petit peu marketing, donc on fait des opérations de réduction de prix. Donc, par exemple, lorsqu'on en a des réductions de prix, comment est-ce qu'on va savoir? Eh bien, entre-temps, à telle date, le prix a baissé de tant euros et à telle date, le prix a augmenté de tant euros. Eh bien, pour faire ça, il faut historiser. Historiser ça sur une table SQL, ce serait un petit peu compliqué. Là, sur une table NoSQL, ça va être très facile. Par exemple, j'ai ici mes produits. Chaque ligne, ça représente un produit. Donc, liquide vaisselle, shampoing au fromage blanc. Et bien, par exemple, initialement, le prix, c'est le premier prix quand ce produit a été mis en vente. Donc, par exemple, ce liquide vaisselle qui a été mis en vente le 1er février 2020, il était proposé au prix de 2,42 €. Pareil pour le shampoing, le 8 mai 2020, 1,56 €, etc. Maintenant, supposons que j'ai un changement de prix, que je propose, j'augmente le prix pour le premier produit.
Et bien là, je vais simplement rajouter une nouvelle colonne qui va être prix 2, par exemple, price 2. Et donc là, je vais mettre la date auquel le prix a changé et je vais, par exemple, changer le prix ici qui est passé à 2,48 €. Pareil pour le shampoing, là, je fais une baisse de prix, donc à une autre date, je fais baisser le prix. Et donc en fait, sur une même ligne, et ça c'est assez puissant, je vais historiser les données sans avoir besoin de recréer une ligne par historique. Dans une table SQL, théoriquement, j'aurai une colonne qui m'indique la date et une colonne qui m'indique le prix. Donc dès que le prix va changer, je vais créer une nouvelle ligne. Dans le cadre NoSQL orienté colonne, eh bien, je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais simplement rajouter une colonne et chaque colonne va me donner 1 degré dans l'historisation du prix. Et ça aussi, c'est une autre particularité. Si vous regardez un peu bien, c'est que dans la colonne prix, je n'ai pas une valeur, en fait, j'ai deux valeurs. J'ai une date et un prix. Donc, j'ai une valeur temporelle et une valeur à virgule, un nombre flottant. Et ça aussi, l'autre particularité des bases NoSQL, que ce soit orientées colonne ou même les autres, c'est qu'elles supportent de nouveaux types de données, comme par exemple les collections. Donc les listes, les maps et les sets. Et donc en fait, je peux avoir une liste de valeurs, une collection dans une valeur sur une colonne. Ce qui là aussi n'était pas forcément possible avec SQL. Donc par exemple, je peux, plutôt que d'insérer une seule valeur dans une colonne, eh bien je peux insérer plusieurs valeurs. Par exemple, une liste de valeurs. Donc là, dans la colonne price 2 de ma première ligne, j'ai en fait ce qu'on appelle un dictionnaire, donc un JSON, théoriquement, où j'aurai deux informations, où j'aurai deux champs. Et ça aussi, cette flexibilité au niveau du typage des données, ça permet vraiment d'aller très très loin au niveau de la manière dont on représente les données. Donc quand est-ce qu'on utilise une base NoSQL orientée colonne? Alors je dirais que de manière générale, elles sont vraiment très adaptées quand vous avez des données volumineuses. Justement, elles viennent pallier ce cas où avec les bases de données SQL classiques, on est limité au niveau des données. Donc, on l'utilise par exemple lorsque l'on a récolté des données par web scraping. Donc, on met toutes les données brutes dans une base NoSQL orientée colonne et derrière, on va faire de l'analyse de données. Ça, c'est un premier use case. L'autre exemple, c'est par exemple si on a des utilisateurs, que ce soit des clients ou des visiteurs sur notre site web, et que l'on souhaite étudier leur comportement. Et bien là, par exemple, je peux mettre toutes les informations de log. Telle personne s'est connectée à telle heure, elle a vu telle page, elle a fait telle manipulation. Donc, ça me permet également de connecter les comportements utilisateurs. Comme on vient de le voir, ça permet également de faire de la gestion de catalogue, des produits, des achats, des ventes, etc. Donc en fait, je dirais que les bases de données orientées colonnes, NoSQL, c'est celles qui se rapprochent le plus dans leur manière de penser des bases SQL. Mais elles viennent justement pallier ce problème de flexibilité et de volumétrie de données. Donc au niveau des produits, donc, les principales qu'on connaît le plus, en open source, par exemple, c'est Cassandra et HBase. C'est vraiment, je pense, les deux bases NoSQL orientées colonnes les plus populaires. On a également Hypertable qui est assez utilisé. Par contre, évidemment, utiliser ces bases, ça nécessite pas mal de maintenance. Ça veut dire qu'il faut soi-même configurer les serveurs, configurer la maintenance, les backups. Donc tout ça, c'est des choses assez importantes. Si on préfère justement se concentrer vraiment sur les données en elles-mêmes et ne pas avoir à se prendre la tête sur toute la partie infra, eh bien on peut aussi aller voir du côté des bases managées. Donc là, qui ne sont pas open source, mais qu'on peut utiliser. Par exemple, les plus populaires, c'est Google BigQuery et Amazon DynamoDB. On a également sur Azure Cosmos DB. En général, tous les fournisseurs de cloud ont des bases NoSQL orientées colonnes et pas que à disposition. Alors moi, à titre personnel, j'ai une petite préférence pour BigQuery par rapport à DynamoDB. Vraiment une des, je pense, raisons les plus que j'aime le plus dans BigQuery, et ça, ceux qui aiment bien SQL, ils vont adorer aussi, c'est que BigQuery nous permet de faire des requêtes SQL sur une base NoSQL. Ça, c'est quand même très fort, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, par exemple, ici, j'ai une table qui s'appelle, ma table s'appelle Trips, et on peut voir ici toutes les différentes colonnes que j'ai. Donc, par exemple, là, c'est toutes les colonnes qui sont présentes. Donc, j'ai, par exemple, ici, une date, j'ai un nombre de passagers, j'ai une distance, j'ai des longitudes, latitudes. Donc, en fait, ça représente des trajets qui ont été effectués en taxi. Et donc, si, par exemple, je souhaite avoir de l'information, par exemple, je souhaite récupérer une dizaine de tables, bon, bah là, c'est très, très simple. Si je connais le SQL, eh bien, j'ai pas besoin de faire des manipulations en plus. Je sais faire un select en SQL. Donc, après, je peux simplement récupérer, par exemple, avec un select from la table. Et là, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que, vous voyez, les requêtes, ça va se faire sur 170 gigaoctets de données. Donc là, j'ai pu faire une petite requête, on va dire pas assez simple, sur 170 gigas de données sans trop poser de problème. Et donc après, ça me permet vraiment de faire des calculs assez complexes sur des données qui sont assez grandes. Si par exemple, je peux faire un count, et bien là aussi, je peux exécuter ce genre de requête assez rapidement sur ma base. Donc là, vous voyez, par exemple, ma base, elle fait quand même 170 gigas.
un count qui me donne, je pense, 135 millions, je ne sais pas exactement, qui me donne voilà, plus d'1 milliard. Bon, bah, ça s'est fait potentiellement, ça s'est fait en 3 secondes. Donc en fait, ce genre d'opération qu'on pourrait évidemment pas faire en NoSQL, c'est fait très rapidement avec les bases NoSQL orientées colonnes. Donc il y en a d'autres. Moi, je vous conseille vraiment BigQuery. L'avantage de BigQuery, c'est qu'elle est pas chère dans le sens où le stockage ne coûte pas cher. Là, par exemple, 150 gigas de données, à stocker, ça coûte 3 dollars par mois. C'est très peu, hein. Stocker la même quantité sur une base SQL, ce serait impossible. Donc en fait, lorsque l'on est sur des problématiques de grosse volumétrie de données, moi vraiment je conseille de s'orienter vers des bases NoSQL qui sont managées. Donc là, par exemple, BigQuery ou alors DynamoDB sur Amazon. Je connais un peu moins Azure. Cassandra et HBase, c'est quand même des bons, c'est des bons produits, hein, ils sont vraiment bien. Par contre, ils sont un peu plus techniques. Donc quand on se lance dans du Cassandra, du HBase, il faut aussi voir la partie installation sur comment est-ce qu'on va installer cette base de données sur un serveur. Il faut s'occuper soi-même du backup, soi-même de la sécurité. Donc, c'est quand même un petit peu des contraintes supplémentaires. Mais par contre, c'est très formateur. Donc, c'est vrai que si vous avez envie de bien comprendre en détail comment ça fonctionne de l'intérieur, bah, vous pouvez vous orienter vers Cassandra ou HBase. Donc, ça, c'était vraiment pour les bases orientées colonnes. Maintenant, l'autre grande famille que l'on a chez les bases NoSQL, c'est les bases qui sont orientées documents. Et là, c'est vraiment complètement différent des orientées colonnes. Parce que dans le cadre orienté document, en fait, on a ce qu'on appelle des collections. Donc, dans nos bases, on a ce qu'on appelle des collections. Et chaque collection contient des documents. Et alors, justement, chaque document est enregistré au format JSON ou XML. Ça veut dire que dans chaque document, on peut avoir absolument ce qu'on veut. Par exemple, ici, si j'ai une collection, là aussi, c'est un catalogue de produits, eh bien, chaque produit, ça serait ce qu'on appelle un document. Et donc, ce document contiendrait un JSON qui fait référence à tous les champs, toutes les informations que l'on a sur ce produit. Par exemple, ici, chaque document possède le nom, il y a des images, il y a des specs. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que dans les specs, eh bien, donc dans les spécifications du produit, dans les détails du produit, eh bien, la structure n'est pas la même entre les différents documents. Et c'est là la grosse particularité, c'est que dans le cadre orienté document, on n'a aucune structure au niveau des documents. C'est-à-dire que je peux avoir deux documents dans la même collection qui sont complètement différents. C'est-à-dire que je peux mélanger très bien une tondeuse avec une machine à laver. Ou alors des barres céréales avec du produit vaisselle. Les deux n'ont aucun lien. Pourtant, je peux les mélanger dans une même collection sous forme de deux documents différents. Donc ça, c'est vraiment aussi une des particularités. C'est que les bases orientées de documents, elles permettent vraiment de stocker une très grande quantité de données, mais qui n'ont aucune relation entre elles. Donc, quand est-ce qu'on utilise justement une base NoSQL orientée de documents? Comme on vient de le dire, il ne faut pas de relation. Parce que là, pas possible de faire des jointures. Et surtout que la grosse particularité, c'est que quand on va faire des calculs, on va parcourir les documents, comme on va le voir ensemble tout à l'heure. Et parcourir des documents, ça peut être long si on a beaucoup de documents justement, ou que l'on les structure pas correctement. Le gros danger quand on est sur du totalement non structuré, comme c'est le cas avec les bases orientées de documents, c'est qu'on peut très rapidement arriver à un cadre où chaque document est tellement différent que faire des requêtes, ça prend trop de temps. Là aussi, le gros avantage des bases orientées documents, c'est qu'on a la maîtrise totale sur la structure des données. Par contre, il faut quand même faire attention, c'est à nous-mêmes en tant que data engineer ou en tant que développeur, de correctement faire attention à structurer, je dirais, mentalement ces données, puisque théoriquement, il n'y a rien qui va m'empêcher de mettre un certain document dans la base. Par contre, si moi je l'architecte mal et derrière je fais des requêtes qui ne sont pas optimisées, ben en fait, ça va se sentir sur le temps de requête, sur le temps de calcul. Donc en général, on utilise quand même dans des cadres où la structuration des données doit venir, je dirais, un petit peu naturellement. C'est-à-dire qu'on n'a aucune rigidité syntaxique. Bon, je peux mettre n'importe quel document, je ne vais pas avoir d'erreurs qui apparaissent. Par contre, je vais quand même faire en sorte que mes documents soient rangés dans des collections qui ont plus ou moins le même thème. Par exemple, là, je peux faire une gestion de catalogue, mais contrairement à la base orientée colonne, là, je peux vraiment être très diversifié. Je peux mélanger vraiment n'importe quel produit. Je peux mélanger, par exemple, tous les achats, toutes les ventes dans une seule collection. Ça, je suis tout à fait capable de le faire. L'autre intérêt aussi, c'est quand on a une base d'utilisateurs ou de clients. Parce que, par exemple, chaque client ne va pas acheter les mêmes choses, ne va pas avoir les mêmes comportements, et potentiellement, notamment sur Internet, ça ne va pas être les mêmes types de clients. Vous avez des clients, c'est des particuliers, des entreprises. Donc en fait, plutôt que de séparer les entreprises et particuliers, vous pouvez très bien mettre tout le monde dans une même base, puisque par exemple, dans une même collection, pardon, puisque par exemple, pour certains besoins, vous pourriez avoir nécessité d'avoir tout le monde dans une même collection, si vous faites des calculs. Mais ça ne vous empêche pas de les mélanger, puisque à terme, lors de vos requêtes, comme on va le voir,
on peut différencier assez facilement les deux types de clients. C'est aussi utilisé pour le Web Analytics. Donc, on a aussi plein d'utilisations. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on choisit entre les deux? Parce que c'est là où souvent on confond un peu et on a du mal à choisir entre orienté de colonne ou orienté de document. Si on sent qu'il y a une cohérence assez forte entre les données, par exemple, si on sent que quand même dans 50%, 60% des cas, les colonnes sont plus ou moins similaires, bah là, ça peut valoir le coup d'utiliser une base orientée colonne. Si jamais on se rend compte que on a des choses complètement différentes entre les documents, donc on n'a pas vraiment de pattern un petit peu spécifique qui arrive, bah là, il faut peut-être s'orienter vers du NoSQL orienté de document. L'autre exemple qu'on prend aussi, même s'il ne faut pas trop en abuser là-dessus, c'est quand on ne sait pas vraiment la structure des données qui va arriver dans le futur. Par exemple, demain, vous créez une application, vous créez une entreprise, et vous avez des utilisateurs qui vont se connecter sur votre site web. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle information je vais récolter sur mes utilisateurs dans un an. Je le saurai dans un an, justement. Donc, si j'impose une structure rigide aujourd'hui, bah, dans un an, peut-être qu'en fait, je vais devoir déconstruire cette structure rigide parce que je n'avais pas pensé que j'aurais besoin de telles informations sur mes utilisateurs. Donc, en général, si on a vraiment une idée assez floue, justement, si c'est assez flou, si on n'a pas vraiment d'idée sur quel schéma on va mettre en place, quelle structure on va mettre en place, là, je conseille les bases orientées de documents. Elles sont efficaces et surtout, une des principales choses que j'adore, c'est les requêtes qu'on fait, notamment avec MongoDB. On va voir rapidement. MongoDB, c'est la première base NoSQL orientée documents en termes d'utilisation. Et on va voir pourquoi, parce que la syntaxe est quand même assez facile à prendre en main. On a aussi du côté open source d'autres bases NoSQL orientées documents, comme par exemple CouchDB ou Elasticsearch. Et au niveau des bases managées, donc là, on a, alors il y en a un petit peu moins. On a Amazon DocumentDB pour Amazon, on a Firebase pour Google, et on a aussi, je crois, DocumentDB pour Azure, c'est le même nom. En général, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de managés. La grosse utilisation, c'est Elasticsearch et MongoDB. En tout cas, c'est les deux les plus utilisés dans le secteur, dans le monde au niveau des bases orientées documents. MongoDB, vraiment, je dirais que c'est un coup de cœur. Et on va voir pourquoi MongoDB a vraiment un gros avantage. C'est que c'est très, très facile de requêter sur des champs spécifiques. Une des problèmes qu'on a quand on a des données très déstructurées, c'est comment est-ce que je vais, par exemple, sélectionner tous les utilisateurs, donc tous mes documents, qui ont un certain champ présent dans leur structure. Bon, bah ça, c'est pas évident. Par exemple, ici, j'ai une base utilisateur. Bon, je l'ai anonymisé pour des raisons évidentes. Donc, par exemple, ici, j'ai des identifiants, j'ai des dates d'inscription, et potentiellement, je sais si cette personne s'est connectée avec un login social ou non, par exemple avec Google ou pas. J'ai par exemple ici un autre utilisateur qui ne s'est pas connecté avec un réseau social. Il s'est connecté par exemple ici directement depuis notre formulaire d'inscription. Donc ici, vous voyez que j'ai plein d'autres clients et des fois, j'ai des champs qui apparaissent. Par exemple, cet utilisateur-là, il a le champ qui s'appelle training. Et donc ça, c'est une liste d'ailleurs. Alors que cet utilisateur au-dessus, il n'a pas de liste. Donc admettons par exemple, moi je veux récupérer tous les utilisateurs qui se sont connectés par Google. Bon bah le problème ici, c'est qu'en théorie, certains utilisateurs n'ont pas Google. Vous voyez, ils n'ont pas le champ qui s'appelle Social Login, qui nous indique s'il s'est connecté avec Google ou pas. Et bien justement, c'est là où c'est très facile, c'est que MongoDB, ça ressemble un peu à du JavaScript dans la manière d'écrire. Donc par exemple, si je veux récupérer tous les utilisateurs qui se sont connectés sur Google, et ben, dans la fonction .find, qui porte bien son nom, qui consiste à trouver des documents, eh bien, j'ai simplement besoin d'écrire social login, le point, prend la valeur, et bien Google. Et donc ici, en ayant écrit ça, je vais sélectionner tous mes documents, dont le champ social login vaut Google. Donc après, j'exécute, et voilà ce que j'obtiens. Donc en fait, là, j'ai tous les documents, donc tous les utilisateurs qui se sont connectés par Google. Vous voyez, c'était assez rapide. Et maintenant, si je veux aller plus loin, ça, ceux qui ont déjà fait des API vont me comprendre, c'est que lorsqu'on a besoin de requêter des infos, on ne veut pas forcément tout le document. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je veux, par exemple, récupérer que les identifiants, mes utilisateurs. Je n'ai pas envie de savoir quand ils sont inscrits et d'autres infos. Donc, je n'ai pas envie de surcharger, entre guillemets, le calcul ou la bande passante. En SQL, par exemple, c'est quand je faisais le select. Par exemple, dans SQL, je fais un select, je veux que ce champ, que cette colonne, que cette colonne. Ben là, c'est un peu le même principe. Je peux donner un deuxième argument où là, je vais spécifier les attributs que je veux récupérer. Par exemple, moi, je veux uniquement récupérer les identifiants de mes utilisateurs. Je ne veux pas savoir quand est-ce qu'ils sont inscrits, donc je ne veux pas surcharger ma requête. Et bien là, je vais simplement dire, eh bien, je récupère uniquement l'identifiant de mes utilisateurs.
Donc en fait, je mets un genre de flag à 1 sur le champ UUID. Et donc là, comme ça, je vais récupérer tous mes utilisateurs, mais la réponse, ça va uniquement être le champ qui s'appelle UUID. Donc c'est l'identifiant de mes utilisateurs. Donc comme ça, je n'ai pas surchargé toute ma requête. Par exemple, si je veux même enlever l'identifiant du document, donc un ID, si je veux par exemple supprimer la clé d'indexation, bah, je peux mettre 0. Et donc là, j'ai vraiment uniquement le champ UID. Donc là, après, j'ai une liste d'utilisateurs, d'identifiants. Et après, bah, je peux faire des choses dessus. Donc en fait, j'ai vraiment, ça c'est un gros désavantage au niveau de MongoDB par exemple, j'ai une très très forte granularité au niveau de ce que je peux faire. Je peux vraiment aller loin dans les requêtes. Je peux également filtrer dans des dictionnaires, dans des listes, dans mes documents. Par exemple, je peux très bien dire, je veux que les documents dont la valeur X est présente dans la liste Y. Et je peux vraiment faire des combinaisons qui sont assez compliquées. Et donc pour ça, je n'ai pas besoin de récupérer tout le monde et ensuite de faire un code Python, Java qui va itérer sur chacun de mes données. Avant même de récupérer ces données, directement dans MongoDB, dans ma requête, eh bien, je peux déjà filtrer efficacement et très très finement mes documents. Donc ça, c'est une des grosses puissances de MongoDB et je dirais de manière générale des bases orientées documents qui permettent de faire ça. Ce qui est un peu plus compliqué, par exemple, avec les bases orientées colonnes. Donc ça, c'est vraiment orienté colonne et documents. C'est, je pense, les deux bases les plus utilisées en pratique. Alors, on a un autre type de base qui est très intéressante, mais elle, vous allez voir, par contre, l'usage est un peu plus limité. Ce sont les bases clés-valeurs. C'est très, très simple. Parce que comme leur nom l'indique, c'est deux colonnes, une colonne clé et une colonne valeur. Donc, en général, ces bases de données, c'est plutôt pour le stockage qu'on appelle temporaire de données. On a des valeurs. Donc, chaque valeur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être une liste, un JSON, ça peut être un nombre, ça peut être tout ce qu'on veut. La seule particularité, c'est que chacune de vos valeurs doit avoir une clé. Et cette clé, c'est ce qui permet d'accéder à cette valeur. Donc, l'avantage, c'est qu'elles sont très faciles à utiliser. Hein, parce que du coup, simplement clé, valeur. À partir du moment où j'ai la clé, je récupère la valeur et c'est terminé. Donc, en fait, chaque valeur, ça peut être, comme j'ai dit, n'importe quel type. Je peux très bien stocker des chaînes de caractères, des nombres, des JSON, des dictionnaires, des listes, tout ce que je veux. Par contre, j'ai uniquement les cas d'opérations crudes qui sont possibles. Ça veut dire que je ne peux que créer, modifier, lire ou supprimer. Je ne peux pas faire de requêtes. Et donc, c'est ça qui est compliqué avec les bases orientées clés valeurs, c'est que c'est pas fait pour stocker des données en vrac. Parce que on a besoin d'avoir la clé pour accéder à une valeur. Je ne peux pas, par exemple, dire je vais accéder à toutes mes données dont telle chose est présente dans la valeur. Ça ne marche pas. Dans les bases clés-valeurs, c'est soit je récupère toutes les clés de ma base, mais absolument toutes, soit je récupère une clé avec sa valeur en particulier. Mais je ne peux pas récupérer quelques valeurs en fonction d'une requête de filtrage. Vous ne pouvez pas filtrer dans les bases clés-valeurs. C'est pour ça qu'on utilise plutôt pour le stockage temporaire de données. Donc, par exemple, ici, j'ai une première clé avec la valeur, c'est une chaîne de caractères, c'est un site web. Ma deuxième clé, par exemple, ici, sa valeur, c'est un nombre. Ma troisième clé, sa valeur, c'est un dictionnaire, un JSON, etc., etc. Donc, en fait, je peux stocker absolument n'importe quoi. Pour le coup, les bases NoSQL ont été clés-valeurs, c'est déstructuré. Là, vous avez vraiment zéro structure. Il n'y a pas de notion de collection de documents et de filtrage. On met absolument tout ce qu'on veut, mais vraiment dans les valeurs. La seule chose qu'il faut, c'est que chaque valeur doit être associée à une clé, puisque c'est ce qui me permet d'y accéder plus tard. Mais en théorie, je peux mettre absolument n'importe quoi. Donc, en général, quand est-ce qu'on les utilise? C'est plutôt orienté dev, mais l'utilisation première des bases qui sont clés-valeurs, c'est vraiment le stockage temporaire et la mise en cache d'informations. Un exemple qui est très utilisé, c'est les paniers e-commerce. Je suis sur un site web d'e-commerce et je mets un achat dans mon panier. Sauf que, par exemple, entre-temps, je me déconnecte du site ou alors j'y retourne le lendemain. Et bien, en fait, dans une base clé-valeur, je peux dire, bah, tiens, tel utilisateur, il avait mis ça dans son panier. Ou alors, telle adresse IP, tel visiteur avait mis ça dans son panier. Ce qui fait, c'est que, c'est là où c'est assez fort, même sans avoir besoin de s'être inscrit au site web, si je reviens 2 jours, 3 jours plus tard, bah, en fait, je vais récupérer dans ma base, tiens, je connais cet utilisateur, donc je récupère la clé dans la base qui correspond à cet utilisateur, la valeur, c'est le panier, et je raffiche ça, son panier, sur le site web. Donc en fait, c'est simplement du stockage temporaire. C'est aussi utilisé pour la collecte d'événements, un peu comme on vient de faire pour le panier. Et là, bon, là, c'est plutôt orienté d'infos, mais par exemple, lorsqu'on a des applications qui sont dites load balanced, donc quand on a des applications en parallèle, bah, le meilleur moyen de partager des informations entre ces applications, c'est d'avoir une base clé-valeur. Parce que souvent, on sait quelle information on veut partager,
mais on n'a pas de moyen de partager efficacement. Donc, la seule manière de le faire, c'est une base clé-valeur. Donc, comme j'ai dit, c'est plutôt orienté aux développeurs, même si des fois, les data engineers peuvent en avoir besoin dans certains cas. Donc, en général, les plus populaires, c'est Redis et Memcached. Je pense que ça, c'est celle qu'on utilise le plus. On a Riak aussi qui arrive. Après, dans ce genre de base, vu que c'est une utilisation assez classique, en final, hein, c'est assez simple d'utilisation, on peut s'orienter vers les bases managées, comme par exemple sur Google ou sur Amazon, et DynamoDB. Vous avez Google, Azure et Amazon, vous avez vraiment les mêmes bases qui existent. Et pour vous montrer à quel point c'est très très simple, là c'est vraiment focus pour être simple, sous Python, par exemple pour ceux qui font un peu de Python, créer une clé, c'est 3 lignes. C'est j'importe la librairie qui s'appelle Redis, je crée une connexion R avec ma base de données, et c'est très simple. Si je veux créer une valeur, j'utilise la fonction set, où je mets la clé, la valeur, et si je veux lire, j'utilise la fonction get, où je mets la clé. Il n'y a pas plus simple. On ne peut pas faire plus simple en termes de stockage et de requête sur les données. Donc, c'est pour ça que quand on fait ça, vous voyez ici, quand je fais le get, il faut déjà savoir quelle clé je veux obtenir. C'est pour ça qu'elles ne sont pas adaptées si jamais on veut trier ou faire des requêtes sur les données. C'est vraiment, on sait ce qu'on veut stocker, on saura comment y accéder plus tard, par un identifiant que je connais à l'avance, sauf que je n'ai pas envie de le mettre dans une grosse base ou de mettre une usine à gaz pour ça. C'est très simple, hein, je mets simplement une base NoSQL orientée clé-valeur, et voilà, je mets des sets et des get, et c'est très facile. Et justement, ça a été pensé pour ça. Vous avez dans Redis, par exemple, des systèmes d'expiration. Typiquement, les paniers d'achat, comme on en parlait auparavant. Donc ça, ces bases, elles sont vraiment puissantes parce qu'elles sont faciles, du coup, à mettre en place. Elles sont scalable, elles sont à haute disponibilité. Mais du coup, le principal inconvénient, enfin, ce qui n'est pas forcément inconvénient, mais le sujet, c'est que, voilà, on ne peut pas faire de requête sur ces bases. Donc, évidemment, il ne faut pas les utiliser pour stocker des données qu'on va vouloir après filtrer ou requêter. C'est vraiment on stocke des données précisément que l'on veut obtenir par la suite. Et enfin, les dernières bases, donc là, j'en trouverai pas trop parce qu'après, on a déjà fait un bon petit tour. C'est les bases en T-graph. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Neo4j qui sont assez populaires. Donc là, les bases en T-graph, c'est vraiment comme dans les graphes qu'on a en théorie, c'est qu'on a des documents, des données qui font référence sous forme de graphe à d'autres. Donc, par exemple, les données sur les réseaux sociaux, c'est un exemple. Les relations entre entités, quand il faut calculer des distances, par exemple, ou ce qu'on appelle des valeurs entre les graphes, donc des pondérations, là aussi, c'est très utile. Vous avez également des bases orientées séries temporelles. Alors, séries temporelles, c'est assez récent quand même, c'est pas quelque chose... Par exemple, je prends l'exemple Amazon. Ils ont sorti un produit il y a 6 mois qui s'appelle TimeStream, justement, une base NoSQL orientée séries temporelles, et elle est encore en bêta. Donc, elle n'est pas encore stable. Donc, c'est vrai que les bases séries temporelles, c'est quand même assez récent. Une des plus populaires aujourd'hui, c'est InfluxDB. Je pense que c'est celle si on regarde un peu sur Internet, on se rend compte que c'est la base orientée série temporelle qui est la plus utilisée. Vous avez un petit peu dans le même cadre Elasticsearch qu'on avait déjà vu. Même si Elasticsearch est pensée pour le série temporelle, elle n'est pas spécifiquement pour ça, c'est plus orienté document, mais ça fonctionne bien pour le série temporelle. Mais si on veut vraiment une base spécialement en série temporelle, qui est vraiment très focus là-dessus, là, je conseille InfluxDB, qui est la plus populaire. Pareil, on peut l'avoir en managé, donc soit sur le cloud du propriétaire de cette application, du créateur, soit on peut l'avoir en open source qu'on lance sur ses propres serveurs. Donc en fait, on a beaucoup de possibilités après au niveau de ce qu'on peut mettre en place. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, c'était assez dense. J'espère que je vous ai présenté assez correctement dans la globalité toutes les différentes bases de données qui peuvent exister. Je vais maintenant répondre à vos questions parce que je pense que je vois que vous avez eu plusieurs. Donc, alors. Donc, les bases de données doivent pouvoir accueillir des données sans forte rigidité. Je n'ai pas bien compris cette notion. Alors, en fait, quand on dit sans forte rigidité, ça veut dire que les bases de données, souvent, quand on pense par exemple au SQL, on a des colonnes et théoriquement, on s'attend à ce que toutes les lignes qu'il y a dans cette table ont les informations au niveau de toutes les colonnes. Donc, on peut avoir le type nul qui apparaît, c'est-à-dire des colonnes avec des valeurs manquantes. Mais le problème de mettre ça en place, c'est que, par exemple, on va se retrouver avec une table avec beaucoup de valeurs manquantes. Donc du coup, c'est un peu compliqué quand, par exemple, moi, j'ai des données qui mutent constamment, d'avoir plein de valeurs manquantes dans le SQL. C'est pas fait pour ça, du coup, le SQL. Donc là, ça peut être assez compliqué. C'est pour ça que quand on parle de pas trop forte rigidité, c'est vraiment pour permettre justement
de faire muter les données, de faire des transformations au niveau de la structure des données, sans pour autant impacter les temps de calcul ou la manière dont c'est stocké. NoSQL et bases de données peuvent être traitées, valoriser tout type de données, possible de sortir des cartographies. Alors oui, justement, alors c'est une bonne remarque, j'y ai pas pensé, mais il y a aussi les bases orientées, géolocalisation. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est cartographie, ça peut être très utile. Je dirais qu'entre guillemets, dans tous les cas, ça peut faire les mêmes choses que SQL, c'est-à-dire que si jamais on veut stocker de la donnée pour derrière en faire des traitements divers, en faire des cas particuliers, donc la valoriser, la transformer, l'agréger, l'homogénéiser, on peut faire exactement la même chose. Donc en soi, si jamais on veut par exemple avoir des données de localisation et derrière faire des calculs pour faire des cartographies, on peut tout à fait avoir une base orientée NoSQL, une base NoSQL orientée localisation. Alors je ne sais pas exactement, je ne suis pas spécialiste pour ce type de données, mais il doit en exister très certainement. Et derrière, on peut faire des différents sujets. Certaines bases fonctionnent mieux avec des outils de visualisation ou valorisation. Alors, Elasticsearch fonctionne très bien avec la visualisation, avec Kibana. La raison elle est simple, c'est que Kibana et Elasticsearch sont développés par la même entreprise. Après, je dirais que au niveau de la data vis, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un outil comme Tableau, ClickView, Power BI qui se connecte dessus. Parce que le SQL, l'avantage, c'est que c'est un modèle relationnel. Donc, c'est un modèle que l'on retrouve partout. Donc, que l'on ait n'importe quel outil de data vis va fonctionner. Par contre, sur des bases NoSQL, là, ça va être très compliqué parce que ça va dépendre de chaque outil. Par exemple, le Data Studio, qui est un outil de data vis de Google, fonctionne bien avec BigQuery. Et la raison est simple, c'est que c'est Google qui a créé BigQuery. Donc, ça va bien fonctionner. Par contre, si demain, vous avez une base, par exemple, MongoDB ou DynamoDB, ça ne va plus du tout fonctionner. Donc là, en fait, le problème du NoSQL, c'est que vous allez être dépendant de votre base. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir appliquer n'importe quel produit DataVis sur une base SQL. Là, pour le coup, chaque produit DataVis va dépendre un petit peu de la base NoSQL qu'il y a derrière. Donc là, évidemment, c'est un des inconvénients, par exemple, qu'on a. C'est que forcément, à partir du moment où on casse le modèle relationnel, on n'a plus vraiment de structure un petit peu homogène au niveau des bases. Donc là, ça va être du cas par cas. Un data engineer doit-il également être compétent dans la mise en place d'infrastructures, comme le pouvoir configurer des clusters, Cassandra, Spark, Hadoop, ou est-ce que c'est la responsabilité des Ops Engineers? Mais ça, je dirais que je pense que ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Dans les grands groupes, en général, c'est pas le data engineer qui le fait. C'est qu'il y a déjà justement des personnes, donc des DevOps, des admin 6 qui vont justement le faire. Parce que il y a directement des problématiques de provisionnement, donc il faut de la facturation. Donc en général, ça, c'est pas le data engineer qui va le faire. Par contre, dans les entreprises un peu plus petites, où il y a, par exemple, les startups de petite et moyenne taille, là, par contre, oui, c'est le data engineer potentiellement qui va le faire. Donc là, évidemment, il va devoir mettre en place des clusters. Typiquement, Spark et Hadoop, c'est très classique de les mettre en place, mais également des clusters avec Cassandra, avec MongoDB, avec Kafka également. Donc là, on a vraiment, dans les entreprises de plus petite taille, en effet, le data engineer, il a une grosse compétence en opérationnel, en Ops, donc en DevOps, pour justement mettre en place des clusters. Certaines bases NoSQL fonctionnent mieux avec des plateformes data as a service. Alors, je dirais que les plus populaires, en fait, BigQuery, par exemple, s'intègre bien assez partout. BigQuery, c'est une base qui est quand même assez populaire, qui fonctionne bien. Donc, en général, c'est une valeur sûre. DynamoDB, par exemple, qui est aussi une base orientée colonne, mais qui est la version Amazon, elle s'intègre un petit peu moins. Elle est moins présente. Cassandra, par exemple, s'intègre bien, parce qu'il y a beaucoup d'outils. En fait, il faut vraiment regarder les plus populaires. Quand on regarde les plus populaires, donc par exemple MongoDB, Cassandra, BigQuery, ce genre de choses, HBase, ça va bien s'intégrer parce qu'elles sont populaires. Dès qu'on rentre dans des outils un peu plus spécifiques comme Cosmos DB, comme par exemple Hypertable et choses, là, ça va être un peu plus compliqué d'avoir des intégrations faciles avec des plateformes qui fournissent justement ces données. Je prends par exemple à des fournisseurs de données, des plateformes tout intégrées, donc Dataiku, Databricks, DataRobot, tout ça, par exemple, ils fonctionnent assez bien avec les bases populaires, donc avec les bases très connues. Par contre, dès qu'on s'oriente sur des choses un peu plus spécifiques, là, ils vont avoir du mal. Donc là aussi, ça va dépendre je dirais de la popularité un petit peu de la base. Alors, dans cet exemple, chaque instance de client différente est un document différent, ou bien dans le même document, on trouve plusieurs lignes. Alors c'était par rapport à l'exemple de MongoDB. Alors non, ici, par exemple, en théorie, on peut faire ce qu'on veut. Mais par exemple, moi, en tant qu'administrateur base de données, je me dis potentiellement, je vais faire en sorte que chaque document, c'est un client. Parce que logiquement, quand on y pense, ça paraît cohérent, c'est qu'on a plein de clients. Et donc,
un document, c'est toutes ces informations, son identifiant, son nom, son prénom, son mail. Donc, en général, dans ce mode-là, je requête sur mes clients. Donc là, chaque document que l'on voit ici, c'est un client. Il n'y a rien qui l'oblige, on peut faire d'autres manières. Mais là, ce qui est important, c'est la manière, c'est ce qu'on veut faire après. Moi, étant donné que je vais requêter pas mal sur les données, j'ai envie de dire, vu que je vais représenter mes utilisateurs, un utilisateur, c'est une donnée unitaire, c'est vraiment atomique. Je ne peux pas avoir plus petit qu'un utilisateur dans cette collection. Donc, en fait, mes documents, ce sont mes utilisateurs. Alors, est-ce que les différentes catégories peuvent se combiner? Alors, un petit peu. J'en parlais un peu au début, justement. Par exemple, Elasticsearch, à la base, c'est une base orientée documents. Elasticsearch, on l'utilise beaucoup, par exemple, pour le logging d'informations pour les journaux des serveurs et des applications. Du coup, Elasticsearch, ils ont beaucoup travaillé sur justement la partie indexation par le temps, notamment sous forme de série temporelle. Donc en fait, Elasticsearch, ça permet aussi de faire un petit peu de série temporelle. Du coup, c'est un peu compliqué. Par exemple, Neo4j, c'est des bases orientées graphes, mais qui fonctionnent par des documents, où chaque point, c'est un document. Un peu au même titre que MongoDB, c'est une base orientée document. Donc en fait, il y a des bases, nativement, en fait, elles prennent un petit peu ce dont elles ont besoin. On a des fois des bases qui sont vraiment cloisonnées, qui font que du colonne, que du document. Mais des fois, on a des bases comme par exemple Elasticsearch qui font du orienté document, mais qui sont quand même assez poussées au niveau des séries temporelles. Donc là, ça dépend vraiment des... Là, encore une fois, ça dépend des bases. Peut-on voir les slides de la présentation? Alors, vous aurez accès au replay justement après la fin du workshop. Donc, vous pourrez y accéder après à tout moment. Quel est le nom de l'interface graphique pour faire des requêtes MongoDB? Alors, pour information, moi, cette base MongoDB là que j'utilise, elle est chez Amazon. Et chez Amazon, le seul que j'ai réussi à trouver comme interface graphique, ça s'appelle NoSQL Booster. C'est le seul qui fonctionne avec MongoDB sur Amazon. Donc, si demain, vous ouvrez un document de DB sur Amazon, le seul qui fonctionnera, c'est NoSQL Booster. Vous en avez d'autres. Hein. Vous avez aussi Robot 3T, je crois. Il fonctionne très bien. Donc là, si vous avez Amazon, celui-là, vous pouvez l'oublier parce que malheureusement, j'ai testé, ça ne marche pas. Par contre, si vous avez un MongoDB sur d'autres serveurs, ça peut fonctionner. Donc, Robot 3T, c'est aussi une autre interface graphique pour pouvoir faire des requêtes sur du MongoDB. Elle a l'air sympa, je n'ai pas pu la tester, mais de ce que je vois, ça a l'air un peu les mêmes fonctionnalités. Alors, il n'y a que des avantages pour le NoSQL. Quelles sont ses limites? Alors, il y a évidemment, j'ai présenté beaucoup d'avantages, mais il y a des inconvénients. L'inconvénient déjà, c'est que le premier inconvénient, c'est justement le fait d'apporter une flexibilité. Ça fait que ça va être un peu plus compliqué à gérer, notamment quand on a des applications différentes. Si on a des applications qui peuvent envoyer des données sur des bases NoSQL, par exemple, théoriquement, si on n'a pas de schéma, les applications peuvent envoyer tout et n'importe quoi. Donc en fait, il y a des fois où, par exemple, si on n'a pas, et là c'est important, si on n'a pas correctement documenté sa base de données, par exemple, un même champ, il peut avoir des noms différents. Par exemple, le champ user dans un document, il va s'appeler username, ID, user ID. Enfin, en fait, le même champ, vu qu'il n'y a pas de schéma, il peut prendre plein de noms à la fois dans des documents différents. Et là, c'est le vrai problème. C'est que du coup, si on n'a pas documenté quelque part un petit peu quand même un certain référentiel, en fait, c'est un peu au beau vouloir de chacun. Et là, ça peut vite devenir assez compliqué. Donc, un des premières limites de SQL, c'est que si on n'est pas rigoureux au niveau de sa manière dont on structure ses données et un petit peu dont on se met d'accord sur quel champ exactement on va mettre pour identifier quelle information, ça peut devenir un peu compliqué. L'autre limite aussi, c'est que c'est beaucoup plus complexe à requêter et que ce n'est pas homogène au niveau des bases NoSQL. Et comme je l'expliquais plus tôt, étant donné qu'on a plein de modèles NoSQL différents, plein de modèles de bases de données qui sont différents, et bien en fait, en fonction de l'outil qu'on utilise, on n'aura pas forcément tous les outils à disposition. Donc à chaque fois, par exemple, qu'on utilisera du BigQuery ou alors du MongoDB, il faudra installer un package, il faudra configurer soi-même cette connexion, donc ça nécessite du travail en plus. Et l'autre limite, c'est que ça peut quand même être assez cher. Hein. Même si évidemment, ça règle le problème du SQL, si vous avez beaucoup de données, ça peut quand même vous coûter cher à la fin si on n'a pas bien pensé. Donc là aussi, le NoSQL, c'est quand même limitant à ce niveau-là, c'est que ça crée des problèmes. Et donc justement, là, c'est une bonne question de Idrissa, qui vient juste après, qui nous dit quelle est la principale différence entre une base de données NoSQL et NewSQL. Et justement, là, j'ai parlé du problème qu'on n'a pas de structure au niveau des données. Et donc, il y en a, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas un petit peu de SQL dans le NoSQL, et ça fait du NewSQL. Alors, c'est très, très récent.
Mais en fait, l'idée du NewSQL, c'est de se dire, on garde la flexibilité du NoSQL, mais on impose, dans certains cas, un schéma relationnel qui peut être utile. Alors, ça paraît assez compliqué. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Il y en a une qui est assez connue qui s'appelle VoltDB, qui est une base un petit peu NewSQL, mais qui est assez particulier. Donc là, on peut vraiment stocker des choses différentes. Je vous conseille de regarder un peu à quoi ça ressemble. Le NewSQL, c'est encore très récent. C'est vraiment des cas très spécifiques. Aujourd'hui, le NoSQL permet quand même de très bien fonctionner dans la majeure partie des cas. Donc là, on est plutôt dans des cadres un petit peu spécifiques où on a besoin d'avoir de la flexibilité, mais on veut dans certains cas avoir du rigide avec, par exemple, les schémas relationnels. Donc là, encore une fois, c'est des autres produits à part. Quelles sont les bases de données NoSQL les plus répandues dans les entreprises? Alors, comme j'ai dit, hein, pour les bases orientées colonnes, ça va être BigQuery, ça va être HBase, ça va être Cassandra, DynamoDB. Pour les bases orientées documents, ça va être MongoDB, ça va être Elasticsearch, ça va être CouchDB. Pour les clés valeurs, ça va être Redis très principalement, et Memcached aussi. Et après, pour les bases orientées graph, ça va être Neo4j par exemple. Donc, globalement, toutes celles que j'ai présentées, c'est celles qu'on rencontre le plus. C'est vraiment celles qu'on rencontre le plus dans les entreprises. Surtout que, bon, bah, des fois, il y a des entreprises, elles ont créé elles-mêmes. Hein. Par exemple, Firebase, c'est Google. Hein. Donc, Google utilise Firebase. Pareil, BigQuery, c'est de Google. Donc, forcément, bah, elle l'utilise aussi. Vraiment, celle que je présentais, c'est celle qu'on retrouve un petit peu plus. J'aimerais mieux comprendre le théorème de CAP. Alors ça, le théorème de CAP, c'est plutôt pour le modèle relationnel. Du coup, c'est pas vraiment valide dans le cadre un petit peu non relationnel. D'ailleurs, je n'en ai pas trop parlé. Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu parler des propriétés acides. Alors, c'est des choses un petit peu particulières qu'on rencontre sur la façon dont les requêtes sont exécutées. Mais justement, c'est un peu technique, mais une des choses que les créateurs de ces bases NoSQL voulaient conserver, c'est les propriétés acides. Par exemple, chaque propriété est atomique, et notamment, si jamais une propriété échoue, eh bien, on ne va pas exécuter les précédentes. Par exemple, sous SQL, si je mets un select from et je fais un alter table, mais qu'à un moment donné, je fais une erreur, bah, ça ne va pas altérer, ça ne va pas affecter le traitement sur une partie d'observation sans toucher le reste de l'observation. Donc là, après, c'est plutôt quelque chose de particulier, mais si vous aimez bien, par exemple, un petit peu la partie théorique, avec notamment les propriétés acides, il faut savoir que dans la plupart des bases, MongoDB, Cassandra, etc., les propriétés acides, elles sont un petit peu conservées. Donc on a quand même ce principe le fait qu'on garde quand même les avantages du SQL, on essaie de les garder en tout cas, donc notamment sur les requêtes, sur la facilité d'utilisation et tout ça. Proposez-vous des formations sur les bases de données? Alors, on ne propose pas des formations uniquement sur les bases de données. Par contre, on en parle justement pendant nos formations au parcours Data Engineer, parce que justement, le Data Engineer, il doit manipuler assez fortement les différentes bases NoSQL qu'il rencontre. Est-ce qu'une base de données orientée documents est meilleure qu'une autre de la même famille? Alors, il n'y a pas de base meilleure que les autres, ça va juste dépendre du cas d'usage. Par exemple, Elasticsearch, comme j'en parlais auparavant, c'est du orienté document, mais il y a un côté série temporelle. Donc, par exemple, si vos données, c'est documents, mais qu'il y a une forte relation avec une série temporelle, bah, privilégiez Elasticsearch. Si à l'inverse, il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir une indexation selon du temps, bah là, MongoDB va suffire. Alors, est-ce que maîtriser le NoSQL peut avoir une utilité pour un data scientist? Et oui, dans quel cas? Alors, je dirais que dans tous les cas, si vous êtes data scientist, le fait de connaître les NoSQL, c'est un plus. Hein. Ça peut être un plus, par exemple, parce que dans certains cas, on va avoir besoin de récolter la donnée qui va être très brute. Donc, par exemple, on va avoir besoin de requêter sur des data lakes. Et en général, les data lakes, ce n'est pas des bases SQL. Hein. C'est souvent des bases NoSQL ou des stockages de fichiers plats. Et donc là, ça peut être pratique pour lui parce que ça va requêter directement sur des bases NoSQL. Eh bien, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de le faire à notre place, ou alors surtout, on n'a pas besoin de se reposer sur d'autres personnes. En général, quand on est data scientist, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Donc, si on peut requêter nous-mêmes sur les bases de données, on ne va pas s'en priver. Parce qu'on sait très bien exactement de quelle information on va avoir besoin. Donc, on sait quelle information récupérer, donc ça va être plus facile de le faire. Donc, c'est vrai que là, si jamais on est déjà data scientist et qu'on sait faire du NoSQL, bah, ça peut être un plus si jamais on arrive dans ce cadre-là. Dernière question, comment gérer les erreurs? Est-ce qu'on peut dire Notepad++? Alors, les erreurs, ça va dépendre de quelles erreurs. Les erreurs de syntaxe, elles sont gérées nativement. Si on se trompe dans les syntaxes, hein, par exemple, sur MongoDB, si jamais je fais une erreur, je mets 2D à find, ça va
ça ne va pas afficher un message. Donc ça, je dirais que les erreurs elles sont effectuées au même titre que SQL. C'est la base de données qui va m'envoyer un reporting d'erreur, ce qui s'est passé. Et Notepad++, alors là, je ne comprends pas très bien, c'est un éditeur de texte. Notepad++ ne va pas permettre de faire d'interaction avec les bases de données. Je peux écrire des scripts dans Notepad++, mais derrière, il faudra toujours, comme pour les SQL, que j'envoie ça à ma base pour qu'elle la traite et qu'elle me renvoie le résultat. Donc encore une fois, étant donné que chaque base de données est différente, eh bien, on va devoir utiliser un petit peu un éditeur par base de données. Là aussi, c'est le gros problème. Par exemple, si vous avez Elasticsearch, bon, bah, faudra utiliser une interface Elastic. Si vous avez du MongoDB, bah, il vous faudra une interface MongoDB comme celle que j'utilise, par exemple. Si vous avez par exemple du CouchDB, ça sera une autre interface. Firebase, ça sera Google. Donc en fait, vous voyez, le problème du NoSQL, c'est que bah, vous allez multiplier les interfaces, multiplier les outils lorsque vous allez multiplier les bases NoSQL. C'est pas comme le SQL où vous pouvez avoir concrètement le même outil avec les moteurs PostgreSQL, MySQL, MariaDB. Là, NoSQL, ça va être une base, un outil en général. Donc c'est vrai que ça peut être... en général, vous n'avez pas des dizaines de bases différentes. Souvent, on a une grosse base avec des réplicas, donc ça va. Mais c'est vrai que ça, c'est une des limitations. On n'a pas à disposition un outil qui va fédérer, qui va centraliser tout ça. Voilà, bah écoutez, super, j'espère que ça vous a plu en tout cas. On a vu pas mal de choses, hein. Merci à tous d'avoir été présents. Le replay sera disponible pour ceux qui ont envie de le revoir, parce que c'est vrai que j'ai peut-être parlé un petit peu vite. On a vu beaucoup de notions, c'est pas forcément évident du premier coup. Donc je vous invite vraiment à regarder le replay à tête reposée, à bien voir un petit peu, à vous renseigner aussi. Regardez un peu Cassandra. Là, vous avez vu un petit peu les différentes bases. Maintenant, si vous voulez vraiment voir la différence entre Cassandra et HBase, par exemple, bah, vous pouvez regarder vous-même. Et là, vous allez voir que c'est un peu plus subtil. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté en détail. Mais regardez un petit peu en détail, voilà, concrètement entre les deux, c'est quoi les petites différences, et même au niveau du prix, par exemple. Au niveau du prix, ça peut avoir une différence. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Le replay, ça sera le même lien que le workshop. Donc, une fois que le workshop sera terminé, dans 10 minutes, ça sera le même lien et vous aurez le replay qui sera disponible. Donc, vous pouvez conserver le lien, mais de toute façon, dans tous les cas, on met également le lien sur notre blog. Donc, si jamais vous avez envie de voir également nos autres webinars, n'hésitez pas à aller voir sur notre blog. Et vous avez là plein d'articles. Vous avez également des replays qui sont disponibles d'anciens workshops. Donc, surtout, n'hésitez pas. Bien, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir été présent. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et je pense qu'on se reverra très bientôt parce qu'on fait des workshops toutes les semaines avec Blent. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux autres workshops que l'on va faire, à vous inscrire à la newsletter. Et merci encore une fois à tous d'avoir été présents.